Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue de presse grand format, votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur les antennes de l'Intelligent TV grâce à nos analystes. Ils sont deux ce matin avec nous, Kokora Nzi Berna et Beta Michel. Dans quelques instants, vous aurez l'occasion de les voir à l'antenne et puis nous pourrons lancer le débat. Mais de quoi allons-nous débattre ce matin? C'est ce que nous allons savoir avec Cécile Mobio. Cécile, bonjour. Bonjour Khalid. Comment vous allez? Alors Cécile, ce matin, sinon pour ce vendredi, nous avons 4 sujets au programme, 4 sujets à débattre. Le premier sujet est relatif au relogement des déguerpis. Le gouvernement a pris des mesures. C'est bien cela, Khalil. Alors, le Conseil des ministres a adopté un dispositif de relogement comprenant une série de mesures fortes, dont le soutien de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA par ménage et l'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété. Et après ce sujet, nous allons parler de politique, cette fois de Laurent Gbagbo qui a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Tout à fait. L'ancien président Laurent Gbagbo a été choisi candidat du parti des peuples africains à l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Dans un communiqué du parti des peuples africains, le PPACI, Laurent Gbagbo a dit son intention de briguer la magistrature suprême de 2025, c'est bien cela. Oui. Et juste après ça, nous allons nous intéresser à une rencontre entre le président Alassane Ouattara et Tidjane Thiam du PDCI RDA. Les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets, dont les obsèques de l'ancien président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, fixées du 20 mai au 2 juin 2024. Et nous allons chercher à savoir avec nos analystes qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre. Et puis le dernier sujet de cette émission, c'est le Sénégal. Les opposants Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont été libérés de prison. Libérés de prison ce jeudi 14 mars à Dakar, les partisans sont sortis nombreux célébrer cette libération. Merci beaucoup Cécile pour toutes ces informations qui nous permettent de découvrir les différents sujets au programme de cette émission. La revue de presse grand format pour décrypter l'actualité et vous permettre de comprendre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et à travers le monde. On se retrouve dans quelques instants pour lancer le débat avec le premier sujet. Ils sont déjà avec nous en plateau, je vous l'ai dit, Beta Michel, directeur fondateur du journal Le Bélier. Beta Michel, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites de m'inviter sur votre plateau. Vraiment, merci à l'Intelligent TV et merci à toute son équipe. Et vous partagez ce plateau avec Kokora Nzi Berna, secrétaire national adjoint du RHDP au niveau des États-Unis, du Canada et du Mexique. Bonjour Kokora. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, le plaisir est pour moi d'être sur votre plateau et je voudrais vous remercier pour cet honneur que vous me faites donc de participer à ce débat qui va parler donc de la Côte d'Ivoire et aussi donc du Sénégal. Merci infiniment. Parler de la Côte d'Ivoire, justement, nous allons parler d'abord de la Côte d'Ivoire avant de parler du Sénégal. Le premier sujet, relogement des déguerpis. Le gouvernement ivoirien prend des mesures en vue de soutenir les populations affectées par les déguerpissements dans le district d'Abidjan et d'éviter qu'elles se réinstallent dans de nouveaux sites à risque. Le gouvernement ivoirien a, sous l'impulsion du président de la République Alassane Ouattara, adopté un dispositif de relogement comprenant plusieurs mesures dont les principales sont énumérées ici par le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. On l'écoute. Soutien de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA par ménage. Le montant global du soutien de l'État aux populations affectées dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon est évalué sur la base de cette allocation forfaitaire à 697 millions de francs CFA. Deuxième mesure majeure, l'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers
en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété. Troisième mesure majeure, la mise à disposition d'un terrain de 75 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, selon la taille de la famille, avec la signature d'un bail amphithéotique sur une durée de 20 à 25 ans pour un loyer de 10 000 francs CFA par mois, au terme duquel les nationaux impactés deviendront propriétaires des terrains attribués. Un site potentiel pour le recasement a déjà été identifié. Les travaux d'urgence d'aménagement de voiries, d'adduction en eau et en électricité seront lancés incessamment pour un coût global de 15 milliards de francs CFA. Quatrième mesure majeure, l'allocation d'une aide à la construction d'un montant forfaitaire de 1 million de francs CFA par famille en vue de les accompagner dans la construction de leur maison. Des plans types seront mis à disposition des familles concernées par les agents du ministère en charge de la construction dédiés spécialement à cette tâche. Le coût global de cette mesure est estimé à 3 milliards de francs CFA pour les ménages affectés dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon. Cinquième mesure majeure, la mise en place d'un dispositif spécial pour les personnes sans emploi. En outre, le Conseil a mis en place un organe spécial dénommé Cellule Aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan, logé à la primature pour assurer le suivi des déguerpissements. Cette cellule est spécialement chargée de la programmation des quartiers précaires à déguerpir, de la prise en charge et du relogement des familles affectées par les déguerpissements, ainsi que de l'examen des plans d'urbanisme des quartiers précaires déguerpis. Alors, Beta Michel, c'est avec vous que nous allons commencer ce débat avec ce premier sujet, relogement des déguerpis. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris des mesures. On a écouté le porte-parole adjoint du gouvernement. Il a cité 5 mesures majeures et plus la mise en place de cette cellule. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais saluer un peu l'engagement des opposants, notamment du président Tidiane Thiam et le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il y a eu le déguerpissement des populations de Jesco. Parce que je crois que c'est mesurettes, moi j'appelle mesurettes, parce que la question je dis, elle englobe tellement d'aspects que prise ainsi, ça nous montre un peu la manière un peu cavalière de gérer le pays, qui n'est pas de nature à rassurer même un Ivoirien qui observe attentivement tout ce qui se passe. Vraiment, je pense que c'est leur déplacement auprès des populations meurtries qui a amené le gouvernement à réagir, réagir tardivement presque, parce qu'il vient jouer, comme on dit, il met le feu et puis il joue les pompiers. Bon, mais écoute, comment ne pas, quand même, quand il y a des efforts, même que ces efforts-là soient petits, il faut les saluer quand même. Donc, je vais saluer ces mesures-là et souhaiter qu'elles aillent effectivement aux personnes concernées. Vous savez, la question du dédommagement des déguerpis n'est pas à sa première étape. Aujourd'hui, quand vous voyez les personnes de Boribana qui disent n'avoir pas reçu les émoluments qui étaient prévus pour elles, elles l'ont dit, celles que nous avons visitées l'ont dit. Donc je dis que ce n'est pas les mesures qui ont manqué, quelques mesures qui ont manqué, mais quand on veut englober la question des quartiers déguerpis, la question du logement même dans sa généralité, il y a plusieurs, il y a plusieurs dispositions à prendre. Mais on ne va pas rentrer dans cette lecture-là. Mais je vais... Ces mesures sont très minimes. Quoi concrètement? Non, concrètement, le président Ouattara, quand il est venu au pouvoir, il nous a dit, un Ivoirien, toi,
En fait, la question qui se pose dans les questions des quartiers déguerpis là. Offrir 250 000 populations, Non. ça permet d'avoir un toit. Je dis, quand on aide un Ivoirien, je suis content. Hein, je vais saluer le fait qu'on puisse aider un Ivoirien. Ça, je suis content de cela. Mais je veux dire, quand on prend des mesures comme ça, à un moment où on a détruit, où on a humilié les gens, hein, ça ressemble à l'air, comme l'artiste le disait, on met le feu et puis on veut jouer les pompiers. Mais ces pompiers-là même sont venus parce que d'autres personnalités, c'est pas en d'entendre, j'ai salué la démarche des leaders de l'opposition. Non, mais c'est ça, si on n'est pas au premier déguerpissement, non, on n'est pas au premier déguerpissement. Bouyibana, ça a commencé à être déguerpi depuis longtemps. Il a fallu que le président se déplace sur les lieux pour que le gouvernement mesure l'ampleur du désastre qu'il est en train de causer dans la vie des populations ivoiriennes. C'était inhumain, on a traité de méchant, c'était méchant, c'était inhumain. Et tout le monde l'a dit, tout le monde l'a attesté. Comme aujourd'hui, ces mesures-là viennent. Voilà. Vous l'avez écouté, il estime qu'il a fallu que les opposants aillent sur le terrain pour que le gouvernement se sente interpellé. Ces mesures, des mesures qu'il estime être minimes, infimes et pas de mesurettes. Ok, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le frère Beta, mais en fait, il faut être sérieux, il faut sortir de la polémique. Ça, c'est très important et c'est ce qui crée le problème en Côte d'Ivoire. Au lieu d'y apporter des solutions, on essaie de les instrumentaliser. Moi, je suis heureux que M. Thiam, depuis 25 ans aujourd'hui, se rende compte qu'il y a des Ivoiriens donc, qui peuvent souffrir et aller leur apporter donc, son soutien. C'est à saluer. Non, ça c'est ton point de vue. Non, c'est tout ce que vous l'avez dit, c'est votre point de vue. Donc, laissez-moi donner mon point de vue. Donc, si après 25 ans, il découvre que lorsque des Ivoiriens sont en difficulté, il doit leur apporter donc son soutien. Vraiment, c'est tout à son honneur et je crois que c'est déjà bon et qu'il faut qu'il continue sur la lancée. Mais sinon, la Côte d'Ivoire a connu des moments plus difficiles que ça. On a eu les déchets toxiques qui ont tué des gens en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu un seul mot, on n'a entendu jamais M. Thiam apporter son soutien. Vous confondez M. Thiam avec le président du PDCI. Aujourd'hui, Thiam est le président du PDCI. Voilà. Sa casquette de président. Voilà. Donc, c'est mesure peut-être. En offre, on parlait de citoyenneté. Mais ce monsieur n'a jamais montré de peu de solidarité. Mais là n'est pas le débat. Voilà, le débat, c'est sur les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Et il a bien dit que ce n'est pas la première fois que des Ivoiriens sont chassés de leur domicile, déguerpis pour plusieurs raisons, soit pour des problèmes donc, de crise ou des problèmes qui mettent en danger la vie donc, de ces populations. On se rappelle qu'en 2010, sous M. Laurent Gbagbo à Yopougon, un quartier avait été déguerpi, les gens ont dormi à la belle étoile, mais aucune mesure n'a été prise par le gouvernement. Et le gouvernement n'a pas attendu que M. Thiam, M. Gbagbo aillent donc faire des selfies sur ces gravats pour montrer qu'ils existent, pour prendre des solutions, des résolutions pour ces populations. Il y a déjà... Certains diront que c'est exactement ça, parce que ces mesures ont été prises après le dépassement... Non, pas du tout. Voilà pourquoi j'en viens. Si vous me laissez terminer, vous verrez. Vous avez vu tous une cité qui a été bâtie à Songon. On n'a pas entendu l'arrivée de M. Gbagbo ou de M. Thiam pour que le gouvernement déjà prenne des initiatives dans ce sens. Il y a un quartier qui a été construit donc à Ebimpe pour les gens qui ont été impactés par le projet du 4e pont. Vous comprenez? Et d'ailleurs, ces populations, beaucoup ont été déjà dédommagées. On se rappelle qu'en 2018, le préfet d'Abidjan s'est rendu sur ces sites, a procédé à des opérations donc, de sensibilisation et beaucoup ont été indemnisés. Malheureusement, d'autres ne l'ont pas été. Il y a donc beaucoup de mauvaises foi dans cette affaire. Mais le plus important, c'est que le gouvernement ait une oreille attentive vis-à-vis donc des populations donc, qui sont en détresse. C'est ça qu'il faut remarquer. Est-ce que c'est une mesure qui a une bonne portée? Il faut donc encourager le gouvernement à aller dans ce sens. Et d'ailleurs, je me réjouis que le problème, la problématique donc, des quartiers précaires ait été prise en compte, suffisamment prise en compte par le gouvernement. Parce que la question que je me pose pour terminer, pour ne pas être long, c'est comment des pouvoirs successifs sont arrivés à laisser ces personnes vivre dans des endroits qui sont invivables. Je suis d'accord avec vous. Nous avons tous, voilà quoi je dis. C'est pas un peu tard aussi. Non, ce n'est pas tard, parce qu'on a déjà commencé, qu'on appelle à reloger ces populations. Je vous ai cité 2 exemples. En tout cas, je me rappelle que M. Bédier, dans le cadre de Washington, avait pris les mêmes mesures. Merci. Mais il y a combien d'années de cela? Après ça, il n'y a eu aucune autre mesure. Mais déjà, en 10 ans, nous avons pu construire 2 cités
pour ces personnes, pour essayer de les mettre dans des endroits plus vivables. Ça, c'est déjà une bonne mesure. Le plus important, c'est regarder comment aller au-delà de ces mesures. Et d'ailleurs, le gouvernement a pris la décision de traiter tous les quartiers précaires avec des mesures d'accompagnement. Donc, c'est près de plus de 33 zones qui seront traitées par la primature, et des mesures d'accompagnement seront apportées donc, à ces populations. Parce que le président Ouattara a toujours fait preuve de solidarité vis-à-vis des populations lorsqu'elles sont en difficulté, et les exemples sont légion pour le prouver. Ah, d'accord. On a entendu le porte-parole du gouvernement, il a dit que ces mesures visent à empêcher les populations de se réinstaller dans de nouveaux sites à risque. Est-ce que vous pensez que cela est possible quand on sait qu'il y a des gens qui ont été dédommagés dans le passé mais qui sont restés quand même? Non, vous savez, tout est possible. Parce que en fait, vous voyez ces quartiers précaires, ces quartiers déguerpis n'existent que par la volonté du gouvernement. Ça, il faut que ce soit clair. Pourquoi vous le dites? Non, mais attendez, tu penses qu'à Abidjan, si quelqu'un peut s'installer sans qu'on le voie? Sur notre territoire d'Abidjan, quelqu'un peut s'installer sans qu'on, à plus forte raison, une population aussi nombreuse. Le gouvernement est passif. Le gouvernement est passif. Non, je viens. Donc, le gouvernement est passif devant ces installations-là. La preuve en est, vous voyez dans les mesures prises par le gouvernement, il y a une mesure qui m'a fait un peu marrer. Ils disent ceux qui ont des titres fonciers. Mais ils savent que dans ces quartiers fonciers, dans ces quartiers précaires, on ne délivre pas des titres fonciers. On ne délivre pas des titres de propriété. Parce que c'est des installations, d'abord, on dit temporaires. On en a plein à Gonzague, on en a plein partout. Mais des personnes qui habitent ces endroits ont montré... ils ont montré des papiers pour dire qu'ils ont payé le lot, ils ont acheté le... Mais les titres, parce que quand on parle de titres, avoir un titre foncier en Côte d'Ivoire, c'est avoir un ACD. Tu penses que quel ministère qui va délivrer un ACD à quelqu'un qui est installé dans un quartier à risque? Les gens ont montré ce document à la... Peut-être à la GESCO, à la limite dans certains aspects de GESCO, mais pas partout. Dans Bolibana, tu penses qu'il y a des titres fonciers pour des personnes là-bas? À Bolibana? Bref, pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, le gouvernement sait où il va. Il sait où il va, mais il ne pourra pas traiter suffisamment cette question-là avec assez de rigueur, avec assez de célérité pour emmener ces populations-là à ne plus s'installer. Donc ce problème va toujours... moi je crois que quand je vois la démarche du pouvoir, je vois que c'est des choses auxquelles le pouvoir veut donner un coup veut apporter des solutions, mais il n'a pas mesuré l'ampleur du phénomène même, au point de venir présenter des mesures que j'ai appelées des mesurettes. Ça, je ne peux pas le cacher, c'est des mesurettes. Quand on donne 250 000 francs à quelqu'un, on dit va te reloger à Abidjan ici, tu sais où il peut y aller. Dis-moi où il peut aller. Bon, bref, je ne vais pas revenir dessus. Moi, je crois que... Ça va permettre d'avoir une maison avec la caution... Et puis s'installer. Non, s'il te plaît. Nous sommes à Abidjan. Nous sommes les familles qui vivent dans ces endroits-là. Ce sont la plupart des familles nombreuses. Ce sont des familles nombreuses. Donc, on sait un peu la réalité. Moi, je dis souvent, quand on aborde la question sociale en Côte d'Ivoire, il faut qu'on l'aborde dans son entièreté pour mieux l'appréhender et trouver des solutions idoines. Voilà, c'est pourquoi je me dis, bon, écoute, quand le gouvernement veut trouver des solutions, qu'il aille un peu plus avec des... Alors, M. Bita, vous semblez dire que le gouvernement est incapable... Non, il est un peu passif. Il est passif. Moi, je le dis, pourquoi? Parce que l'installation de ces quartiers précaires ne se fait pas, c'est fait au vu au-dessus de tous. Et on le voit. Mais moi, ce que je veux qu'il soit fait. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait beaucoup plus de communication autour de l'abordage de cette question-là. Voyez-vous, dans le déguerpissement, certains même ont pris le contre-pied du district. C'est de nature à nous montrer qu'il y a un désordre qui existe dans la conduite même de ces opérations. Il faut impliquer non seulement les maires, il faut impliquer les populations elles-mêmes. Les populations elles-mêmes qui sont concernés et fait le maximum de communication. Moi, je prends un exemple simple. Moi, dans mes mesures que j'ai proposées, j'ai dit, mais quand on doit déguerpir un quartier, ça ne se prend pas. Donc, en début d'année, on peut communiquer sur tous les quartiers et les espaces à déguerpir. Dans tous les médias, à la télé, à la radio, voilà, les zones cette année qui vont être déguerpir pour telle raison. Et de sorte que tout le monde soit préparé, parce qu'on a l'impression que quand on veut déguerpir, on veut surprendre. Non, il n'y a pas à surprendre, c'est une mesure pour sauver des vies, je crois. D'accord. Juste un peu de concret. Voilà. Monsieur Kokora, on l'écoute, il n'y a pas de passivité de l'État de Côte d'Ivoire face à cette situation. Je pense qu'il est dans une dynamique d'accuser pour accuser. Sinon, je le prends au mot.
Et effectivement, il a raison de dire que ces quartiers, ces populations ne se sont pas installées à l'insu du gouvernement. Donc, si on passe sur son principe et sur sa logique, on se pose la question s'il y a eu des gouvernements qui ont existé dans ce pays. Parce que le quartier Boribanan, par exemple, c'est depuis 80. Ça ne date pas de 2010. Ça ne date pas de 2010. Attendez, ça ne date pas de 2010-2011. Il y a eu des gouvernements. GESCO, il y a eu des gouvernements. Et les décès dus aux inondations, parce que des quartiers ne sont pas viabilisés, sont dans des zones à risque, n'ont pas débuté avec le président Alassane Ouattara. C'est bien avant. Vous comprenez? Donc, si ces populations, nous sommes d'accord qu'elles ne se sont pas installées à l'insu donc des gouvernements, il faut se poser la question, quelle a été la responsabilité de ces gouvernements? Au point de nous laisser en héritage ces quartiers précaires qui ne sont pas nés sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. Et donc, d'ailleurs, nous sommes en train de traiter ces problèmes innombrables qu'ils nous ont laissés. Nous avons hérité donc de leur mauvaise gestion. Parce que si, de façon progressive, ces questions avaient été traitées par les gouvernements successifs, mais on ne serait pas à ce niveau de problème. Où on sommes obligés de déguerpir plus de 30 quartiers précaires. Est-ce que, M. Betta, vous pouvez dire aux Ivoiriens que ces 30 quartiers précaires sont nés sous la gouvernance de M. Ouattara? Je pense qu'il faut aller loin. Non, il faut aller plus loin. L'État est une continuité. Quand tu as hérité de quelque chose... Parce que si on veut rentrer dans cette source d'accusation des gouvernements, on ne pourra pas s'en sortir. Nous estimons que nous avons un problème de quartiers précaires qui doit être traité. Et le gouvernement a déjà pris tout ce qu'il annonce comme mesures et autres, ces propositions, ont été prises en compte par le gouvernement au dernier Conseil des ministres en mettant en place une cellule spéciale logée à la primature pour traiter toutes ces questions. Donc, qui va impliquer donc toutes les communautés, les populations concernées, les maires, pour que de façon définitive, nous arrivions à trouver une solution au problème. La question ici n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison. Est-ce que le district a raison ou il a tort? Peut-être que l'acte du district a été le déclencheur, le catalyseur, donc, qui a apporté, qui a amené le gouvernement à trouver des solutions donc, aux problèmes auxquels... Est-ce qu'on pourra finir un jour avec ces quartiers? Non, effectivement, avec les mesures qui viennent d'être prises, on se rend compte que le gouvernement a décidé de prendre le problème à bras le corps et donc de les traiter suffisamment. En tout cas, nous espérons que pour cette fois, les choses iront pour le mieux, mais on a besoin de la contribution de tout le monde, que les populations elles-mêmes soient conscientes, déjà prennent la mesure, donc comprennent l'importance donc même de leur vie. Parce qu'il faut vivre. C'est quand on vit qu'on peut espérer avoir quelque chose, qu'on peut planifier des projets. Mais si vous devez vous installer sur des endroits pour mettre vos vies à risque, mais il y a un véritable problème. Il a parlé tout à l'heure de 250 000 francs. Donc, ils jugent insuffisant donc, pour les populations. Mais à un moment donné, il faut que les gens comprennent que la providence n'existe plus. C'est-à-dire? Ça veut dire que chacun prend en charge sa vie. Vous comprenez? Ces populations qui habitent dans ces endroits, elles ont certainement des emplois. Elles s'occupent de leur famille. Donc, le gouvernement ne vient qu'en appoint, en appui, donc à leurs efforts. Le gouvernement fournit des efforts. Il faut que les populations elles-mêmes fournissent aussi des efforts. Essaient de trouver des moyens pour... Justement, où enlever ces moyens quand tout a été détruit? Mais tout a été détruit. Voilà pourquoi l'État apporte un appui de 250 000 francs. Vous comprenez? Et donc, ces populations, elles aussi, peuvent apporter une contribution. C'est ensemble qu'on construit une nation. L'État n'a pas une caisse quelque part où il prend de l'argent pour s'occuper de... Parce que nous avons tous des problèmes. Hein. Ne pensez pas que ceux qui vivent dans certains quartiers, donc qui sont vivables, à Derera et autres, n'ont pas de problème. Tout le monde il y a des gens qui n'arrivent pas à payer les loyers. Mais si le gouvernement, par solidarité vis-à-vis de ces populations, doit payer le loyer donc de tout le monde, je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir. Il faut qu'on comprenne que l'État, c'est tout le monde. Et il y a des priorités. Nous avons des questions d'infrastructures à régler, des questions d'ordre sanitaire, des questions d'ordre sécuritaire, éducatif. Et donc, c'est ensemble qu'on doit construire et bâtir une nation. Chacun doit prendre suffisamment conscience donc, de sa responsabilité, de son rôle dans la société. D'ailleurs, si vous menez une enquête, vous verrez qu'il y a beaucoup de mauvaises foi dans cette affaire. Il y a beaucoup de personnes qui habitent dans ces quartiers, mais qui en réalité ne sont pas des démunis. Ne sont pas des démunis. Il y a des gens qui y habitent, mais qui ont des concessions ailleurs. Et d'ailleurs, les reportages qui arrivent et les informations qui arrivent, c'est que les vrais propriétaires donc, de ces bâtisses ou bien de ces KGB n'y habitent pas. Ils sont ailleurs et ils mettent en location donc,
leur maison et en profitent. Vous comprenez? Des éléments de preuve pour non, soutenir, vous savez, nous sommes dans la société, vous comprenez? Nous allons aussi à l'information, nous écoutons donc ces personnes, de la même manière, ils sont aujourd'hui offusqués de ce qui s'est passé, des témoignages qui ont été faits, mais il y a d'autres aussi qui font des témoignages. On a vu des vidéos circuler où des gens ont témoigné que depuis 2018-2021, beaucoup de personnes à GESCO ont été dédommagées, ont été indemnisées et d'autres ont pris cet argent, sont allés ailleurs, ou ils ont pris cet argent mais sont toujours restés sur l'espace. Vous comprenez? Donc, ça pour dire, le plus important, c'est qu'ensemble, nous essayons d'apporter une solution donc, à ces problèmes. Parce qu'il ne fait pas plaisir à quelqu'un de voir ses semblables vivre dans des endroits totalement donc, invivables et mettre leur vie en danger. Ce n'est pas acceptable. Il faut qu'ensemble, nous disons, trop c'est trop, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Ce n'est pas acceptable, mais lui, il a accepté de porter le drapeau du PPACI pour l'élection présidentielle de 2025. Il s'agit de Laurent Gbagbo. On va parler de l'ancien chef de l'État ivoirien dans quelques instants, juste après cette transition. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'annonce de la candidature de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Le comité central de sa formation politique, réuni le samedi 9 mars dernier, a proposé à l'ancien chef de l'État d'être le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. Une proposition à laquelle a accédé Laurent Gbagbo, mais au regard de la débâcle de son parti aux dernières élections locales avec 2 communes et 0 région sous la seule bannière du PPACI et 9 communes, 1 région grâce à l'alliance PDCI-PPACI, certains s'interrogent sur le poids de Laurent Gbagbo qui reste encore inéligible du fait de sa condamnation par la justice ivoirienne pour le braquage de la BCAO lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Alors, question, que pèse encore Laurent Gbagbo sur la scène politique ivoirienne? Beta Laurent. Beta Michel, autant pour moi. Ouais, c'est pas mauvais, hein. Beta Laurent, c'est un destin présidentiel, tu me prédis. Donc, je disais, que pèse encore Laurent Gbagbo? J'ai dit Laurent Gbagbo, je constate que tous ceux qui ont quitté Laurent Gbagbo n'ont plus de vie politique. Je vais parler de Afinguessan, qui depuis toujours a été élu dans sa localité, mais après avoir quitté Laurent Gbagbo, il n'a plus de siège. Il est député. Non, je vais dire, après avoir quitté Laurent Gbagbo officiellement, parce que quand Laurent Gbagbo crée le PPACI, Afinguessan maintenant, la prochaine élection, c'est l'élection qu'il a perdue récemment. Donc je vais dire que tous ceux, même Madou Coulibaly, je parle encore de Madou Coulibaly, aujourd'hui on ne le voit plus sur la scène politique. Je veux dire que quand on parle de que pèse Laurent Gbagbo, je dis Laurent Gbagbo, il a encore son aura. Il a encore son aura qui fait que ceux qui lui sont fidèles savent qu'ils ont beaucoup à gagner. C'est pourquoi aujourd'hui tu vois des gros bonnets politiques de la politique ivoirienne qui sont toujours accrochés à Laurent Gbagbo. Parce que quoi qu'on dise, quand on compte les acteurs majeurs politiques de la Côte d'Ivoire, au nombre desquels Laurent Gbagbo, Feu Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, on ne peut pas dire aujourd'hui que Laurent Gbagbo ne pèse rien. On ne peut même pas imaginer. On l'a vu, depuis toujours, des gens ont battu le pavé pour que Laurent Gbagbo sorte de prison. Donc moi je dis, ce que pèse Laurent Gbagbo, il pèse autant que les leaders qui sont là. Il pèse autant que Alassane Ouattara. Il pèse autant que Feu Henri Konan Bédié. Mais quand on ira à ces élections présidentielles à venir, on testera mieux son poids sur les Ivoiriens. Est-ce que le poids n'a pas été déjà testé à travers les récentes élections locales Tu sais, quand vous faites cette comparaison, cette déduction-là, ça me fait sourire. Parce que, en fait, l'élection locale, il y a d'abord l'équation du candidat personnel avec son électorat. C'est pourquoi même des candidats indépendants qui avaient été frappés par le parti, je parle du RHDP, ont vu des candidats qu'ils avaient adoubés perdre. Vous me direz que pèse Ouattara dans ces endroits-là encore? Ah ben c'est ça, c'est-à-dire, en fait, c'est vrai que tu as l'aura de ton parti, mais toi-même, ta relation avec ces populations-là, c'est ça qui va jouer pour 90%.
de ta victoire. Donc je dis qu'on ne peut pas prétester de ce que des hommes sont partis sur l'étiquette du PPACI pour dire que Laurent Gbagbo ne pèse plus. Ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. Non, je ne sais pas, je dis, non, de toi à moi, 40 indépendants issus du RHDP ont battu les candidats du RHDP. Mais c'est pour te dire que l'élection locale, là, il y a d'abord toi-même. En famille. Hein. Voilà, non, je ne marche pas sur ces genres de déductions-là. Ça, c'est des enfantillages. On parle de l'analyse assez pertinente quand même. On dit que pèse Laurent Gbagbo. Parce que toi, tu estimes que, puisqu'il a envoyé des candidats à la bataille. C'est pas moi mais c'est selon ton analyse. Voilà, c'est selon ton analyse. Tu rapportes. Voilà, je dis que tu portes ces analyses avec moi. C'est pas, je te fais comprendre que plus de 40 candidats indépendants, je dis menacés par le RHDP, partis au pouvoir, avec tous les moyens de l'État, sont partis battre des candidats du RHDP. Tu me diras que Père Alassane Ouattara dans ces endroits-là. Non, arrêtons ça. Moi, je vais dire simplement, je vais conclure ici. Je vais dire simplement que sur la base de tes déductions, ça ne grille pas du poids de Laurent Gbagbo réellement. Laurent Gbagbo, c'est un candidat à la présidentielle. Et tu verras, au cas où Laurent Gbagbo sera certainement candidat à la présidentielle 2025, comme il l'a dit lui-même, donc tu verras réellement son poids. Sinon, pour ceux qui l'ont quitté, ils ont vu leur échec, leur descente politique. D'accord. Non, il estime que depuis la séparation de Laurent Gbagbo d'avec certains hommes politiques comme Afin Guessan, Mamadou Coulibaly et autres, il n'existe plus politiquement. Et de ce fait, Laurent Gbagbo pèse encore politiquement. Mais il me fait sourire quand il dit une chose et son contraire. D'accord. Le même affirme que M. Laurent Gbagbo, depuis qu'il s'est séparé de ses anciens compagnons comme Afim, Mamadou Coulibaly et autres, Mme Gbagbo, il n'existe pas. Vous comprenez? Mais sur quelle base? Sur la base des résultats des élections locales. Si on part sur ce principe, effectivement, Afin Guessan, Mamadou Coulibaly, Mme Gbagbo n'ont aucun siège, pratiquement. Vous comprenez? En tout cas, depuis leur séparation en 2021 avec l'arrivée de M. Laurent Gbagbo. Donc c'est un facteur important à prendre en compte dans les élections locales pour un leader qui veut exister. Mais aujourd'hui, quand vous prenez le parti que M. Laurent Gbagbo dirige, PPACI, même si on dit, comme on parle trivialement entre nous, même si on dit qu'une élection locale, c'est d'abord un rendez-vous du candidat avec son peuple, mais il y a aussi l'équation du parti et du leader. Mais quand le PPACI récolte deux petites communes, notamment Ouragayo dans le village de Laurent Gbagbo lui-même, et chez moi en bateau, à Bongouanou, mais il y a un problème, il y a un véritable problème. Vous comprenez? Ça veut dire que ce parti que M. Gbagbo a créé n'a aucun bastion, n'a aucune assise. Quand on a vu des candidats comme Katina Kone battre campagne avec le nom de M. Laurent Gbagbo, et partout les candidats du PPACI ont battu campagne avec le nom de Laurent Gbagbo, et qu'au décompte final, il se retrouve avec 0 conseil régional, 2 petites communes dans quelques petits villages, mais il y a un véritable problème, il y a un véritable souci. Le poids de M. Laurent Gbagbo aujourd'hui est vraiment très faible. Alors là, très faible parce que pour un parti politique, comme le PPACI, dirigé par M. Laurent Gbagbo, dont on sait le parcours politique, et s'en sortir avec 2 petites communes, mais il y a un véritable problème. Et je crois que lui-même a pris la chose au sérieux et au sortir des élections, a pris des dispositions en essayant de faire des réaménagements au sein de son équipe parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, ce que M. Beta ne comprend pas, c'est que M. Gbagbo lui-même a travaillé à détruire donc, son héritage politique. Comment? Mais en se séparant des cadres importants comme Afin Guessan, Mamadou Coulibaly, Mme Simone Gbagbo, mais vous pensez qu'un leader, il existe par lui seul? Non, pas une équipe. Vous pensez qu'Alassane Ouattara, dans l'opposition, aurait pu exister sans Henri Diabaté, sans Amadou Gon Coulibaly, sans Ahmed Bakayoko, sans tout ce que vous connaissez? Si on vous comprend bien, vous êtes de ceux qui estiment que pour que Laurent puisse inverser les choses, il faut qu'il puisse se réconcilier avec la gauche ivoirienne, se rapprocher, convaincre Afin Guessan, Simone Blé à le rejoindre, c'est ça? Effectivement, quand vous prenez aujourd'hui le PDCI-RDA, M. Thiam a son aura, a sa carrure. Mais vous pensez que sans un PDCI-RDA fort, il peut exister malgré tout ce qu'il a comme qualité. Et l'individu, le président, pardon,
a pris la mesure donc, de la situation et a mis ces éléments en mission pour leur dire si nous voulons gagner les élections de 2025, il faut que le PDCI aille sur le terrain. Il faut que les cadres puissent aller à la recherche donc, des électeurs. Ça veut dire que le parti politique compte. C'est l'instrument de conquête de pouvoir. Donc tant que votre parti politique n'est pas fort, quelle que soit votre dimension, mais vous êtes un électron libre. Ou bien vous êtes je vais le dire, en tout cas, vous êtes vraiment dépourvu d'un instrument de combat. Et donc, sur cette base, M. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, en tout cas, si les élections constituent une échelle de mesure des poids des leaders politiques et d'un parti politique, M. Laurent Gbagbo ne pèse rien. Pour terminer sur ce qu'il a dit par rapport aux indépendants, mais ce qu'il oublie, ces indépendants sont issus du RH du pays. Vous comprenez? Et donc, se revendiquent d'Alassane Ouattara. Même s'ils sont allés en indépendant, mais leur leader, leur référent politique, c'est Alassane Ouattara. Vous comprenez? Si c'était le PPAC, le FPI ou le PDC qui avait battu les candidats du RHDP dans ces localités, on aurait pu se poser la question du poids de M. Alassane Ouattara dans ces régions. Mais ce sont les enfants d'Alassane Ouattara qui sont allés à un combat. Vous comprenez? Et qui ont revendiqué leur appartenance, leur attachement à Alassane Ouattara. Donc il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec M. Laurent Gbagbo, qui a perdu dans ses bastions traditionnelles. Chez moi, à Bongouanou, à l'est de la Côte d'Ivoire, c'est un bastion traditionnel. En tout cas, de 2000 jusqu'à 2000 à 2010, par rapport aux élections présidentielles et autres, on s'est rendu compte que le FPI de M. Gbagbo avait pris pied dans ces zones, à l'ouest et autres. Quand à Gagnoa, ville natale du président Laurent Gbagbo, il perd les élections communales, mais il y a un véritable problème. Il y a une question donc à se poser. Il a toujours perdu ça. C'est bien noté. Alors, monsieur, on le sait, Laurent Gbagbo est inéligible en raison de ce que vous savez. Il a été condamné par la justice ivoirienne du fait du braquage de la BCAO. Le secrétaire général et porte-parole adjoint du PPACI, Jean-Gervais Tchéidé, a fait savoir que le parti espère voir le président Alassane Ouattara prendre une mesure exceptionnelle en faveur de Laurent Gbagbo, comme ce dernier l'a fait pour Ouattara en 2025, au nom de l'article 48 de l'ancienne Constitution, en 2010. Notamment celle de 2000. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais moi je pense que c'est en fait c'est la logique normale des choses. Hein. Vous savez, pendant longtemps, quand on se souvient de l'histoire de la Côte d'Ivoire, pendant longtemps, Ouattara n'était même pas éligible. Le Conseil constitutionnel avait rejeté sa candidature en termes des candidats à l'élection présidentielle. Et Ouattara a dû batailler fort. Il a appelé ses militants à battre le pavé jusqu'à ce que un jour, Laurent Gbagbo, dans sa dynamique de paix et de réconciliation, a vraiment pris une mesure exceptionnelle, notamment l'article 48 en 2010, pour permettre à Ouattara d'être candidat. Donc je crois que quand on l'a fait pour quelqu'un qui n'était même pas dans le jeu politique, aujourd'hui on ne peut pas, sous prétexte que Laurent Gbagbo, après une crise qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, à laquelle tout le monde a participé plus ou moins, tout le monde a eu son apport pour envenimer la situation, veut revenir dans le jeu politique, on puisse l'empêcher par un supposé braquage. Parce que je dis supposé braquage, parce que le Conseil constitutionnel, jusqu'à ce qu'on parle de braquage, avait donné vainqueur Laurent Gbagbo. Donc, tous ces actes qu'il posait étaient en tant que président de la République. Donc, on ne peut pas dire d'un président de la République qu'il a braqué une banque. C'est vraiment inconcevable. Donc, moi, je dis, on ne va pas se épiloguer sur nos crises. Nous voulons passer à autre chose. Si Laurent Gbagbo, d'aucuns estiment que, comme l'a essayé de démontrer mon co-débatteur Nzi, qu'il n'a plus de poids, bon, je crois que raison de plus pour le laisser compétir, pour le battre à plat de couture, et puis passer à autre chose. Bon, donc je crois qu'on ne va pas s'éterniser sur la question de sa présence sur la liste électorale. Il faut, s'il vous plaît, aider la Côte d'Ivoire à sortir de ces crises à répétition qui n'ont qu'endeuillé la Côte d'Ivoire. Je vais terminer ainsi. Vous voyez, en 2020, lorsqu'on partait à l'élection présidentielle, nous avions pensé qu'on aurait une élection sans heurts, sans dégâts même, sans mort, il faut dire les mots. Mais malheureusement, par l'entêtement du candidat Ouattara, qui visiblement n'était même pas, bon, je dis au regard de tout ce qu'on voyait, ne pouvait pas... Non, c'est que je veux faire des sorties. Je dis 2025, non, c'est que je veux dire 2025, vraiment pour la paix. Pour ne pas qu'on voie les Ivoiriens être obligés de battre le pavé, pour ne pas qu'on voie les Ivoiriens être obligés de s'affronter.
acceptons que tout le monde aille aux urnes. Vous avez dit quelque chose de très important qui me paraît important. Vous avez dit si Laurent Gbagbo ne pèse pas, pourquoi ne pas lui donner cette occasion de se présenter aux élections et puis le battre à plat couture et puis passer à autre chose. Et là, on sera convaincu qu'il ne pèse pas vraiment. Mais ce qu'il dit est essentiel et important à noter. Et ça m'amène à me poser un certain nombre de questions. Si le principe est qu'il faut laisser le peuple choisir et dire qui des candidats est le mieux placé pour prendre son destin en main. Mais il fait bien de rappeler 2020. Certains ont estimé que le président Ouattara n'avait pas le droit de candidater en 2020. C'est leur opinion. Tu as dit que ce n'était pas le débat. Non, tu as dit que ce n'était pas le débat. Il faut l'arrêter. Non, s'il te plaît, il faut l'arrêter. Tu as dit que ce n'était pas le débat. Non, mais tu m'as arrêté pour cela. Non, Khalid, tu m'as arrêté pour cela. Non, moi je vais revenir dessus. Voilà. Vous savez, M. Laurent Gbagbo a plusieurs voies qu'il peut saisir. Vous comprenez? Le président de la République, Alassane Ouattara, a estimé qu'il fallait une grâce pour M. Laurent Gbagbo pour lui permettre de vivre en toute liberté. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qui est de son devoir. En tant que président de la République, il a le pouvoir discrétionnaire de gracier ce qu'il veut. Quant à une loi d'amnistie, on ne l'impose pas au président de la République. C'est un pardon qu'on accorde à un individu ou à un groupe d'individus. La grâce aussi, on n'a pas imposé au président. Non, je l'ai dit. Non, je suis d'accord. La grâce, voilà, non, il peut accorder l'amnistie. Ça, mais on ne l'impose pas au président de la République. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas d'autre voie pour permettre à M. Laurent Gbagbo de bénéficier d'une loi d'amnistie, mais il n'y avait aucun problème. On allait peut-être mettre la pression sur le président Ouattara. Mais là, il y a la voie parlementaire. Et heureusement, il a ses députés. Il a un groupe parlementaire, donc au PPAC qui siège au Parlement. Il y a ses alliés du PDCI-RDA, donc qui peuvent introduire une loi, faire une proposition de loi pour que... Elle a quelle chance, cette proposition de loi de passer? Elle a quelle chance? Mais moi, je ne peux pas vous dire sa chance. Il appartient de convaincre. Les députés du RHDP ne sont pas des machines, ne sont pas des ordinateurs. Ils ont un cœur. Ils vont écouter. C'est une question de débat démocratique. Vous pensez qu'ils sont prêts à voter? Mais moi, je dis même Macky Sall l'a demandé à ses... Cher Khalil, ce que vous devez comprendre, en démocratie, c'est le débat. Vous comprenez? Et c'est la capacité de l'autre à convaincre. Si Adama Bitogo a réussi à convaincre les députés du PPACI et du EDS, qui est devenu PPACI, et du PDCI-RDA à adhérer à sa vision et l'ont voté en laissant des candidats du PDCI sur le carreau, vous pensez que la même chose ne pourrait pas se faire? Non. Moi, je pense que souvent on fait de faux débats. Et c'est ça qui est le véritable problème en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. On veut toujours sauter des étapes. M. Laurent Gbagbo s'est battu, selon lui, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il y a un endroit mieux placé pour la démocratie? Vous parlez de la démocratie et des débats contradictoires que l'hémicycle? Non. Si M. Laurent Gbagbo n'avait pas de députés à l'Assemblée nationale, j'aurais pu comprendre que c'est une situation d'impossibilité. Ce que je propose, ce serait beaucoup plus facile pour eux d'introduire cette loi d'amnistie au niveau du Parlement, qu'il y ait un débat pour montrer aux Ivoiriens, à travers leurs argumentaires, leur volonté, en tout cas, effectivement, de voir M. Laurent Gbagbo compétir à cette élection. Et à la fin, juger de la bonne foi, de la mauvaise foi des députés, donc de la majorité présidentielle. Mais déjà, faire des préjugés pour dire, comme ils sont majoritaires, dans tous les cas de figure, on ne va pas réussir. Mais c'est se fermer une porte. Il faut aller jusqu'au bout d'un processus et à la fin tirer les conclusions. Si après ça, on se rend compte que les députés du RHDP n'ont pas donné leur assentiment ou leur caution donc à cette initiative, mais le peuple de Côte d'Ivoire jugera et on pourra initier d'autres actions. Mais en même temps, il faut dire à M. Betta que si M. Laurent Gbagbo, effectivement, comme il le dit, il a un poids qui est faible, et donc on devait le laisser concourir. Mais on aurait pu le dire en 2000, on aurait pu laisser M. Alassane Ouattara compétir pour que le peuple de Côte d'Ivoire dise qu'ils ne veulent pas de lui pour plusieurs raisons. Et qu'en 2020, ils aillent aux élections avec Bédier, avec Afi, pour montrer que M. Ouattara n'avait pas le droit d'être candidat. Au lieu de passer par cette voie que lui-même il indique, mais ils ont préféré couper des bois
détruire la D'accord, paix, on va créer revenir- des accidents. On va pas revenir sur ce débat. Mais Vous ça, avez- apparemment, il adore ça. Il faut aller jusqu'au bout. On ira donc jusqu'au suis bout votre logique. de cette émission. On va s'intéresser à présent au troisième sujet, la rencontre entre le président Ouattara et le président du PDC RDA, Tidjane Thiam. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur l'Intelligent TV et vous suivez la revue de presse grand format, votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Nous sommes avec nos analystes Beta Michel Kokora Nzi et nous allons nous intéresser à présent au troisième sujet. Le président Alassane Ouattara a reçu en audience le président du PDC RDA au palais présidentiel à Abidjan Plateau. C'était le lundi 11 mars 2024. Plusieurs sujets ont été abordés par ces deux personnalités qui étaient accompagnées de leurs proches collaborateurs. La question qu'on se pose, messieurs, relativement à cette rencontre, que faut-il retenir de cette audience entre le président Ouattara et Tidjane Thiam, Kokoranzi? Écoutez, je crois que depuis un moment, le président du PDC-RDA, le président Thiam, a initié une série de rencontres avec les leaders politiques. Et il a commencé par le président Laurent Gbagbo à Mama. Tout dernièrement, il est allé rencontrer Mme Simone et Yves Gbagbo. Et effectivement, il a rencontré le président Alassane Ouattara pour lui annoncer son intention d'organiser des obsèques ou pour lui donner officiellement la date des obsèques du président Henri Konan Bédié, donc qui est décédé le 1er août donc 2023. 2023. 24, ouais. Donc, il a annoncé Le 1er août Le 1er août, 2023. Oui, oui. Et donc, je crois qu'il est dans une logique. Et donc, nous saluons son initiative de rencontrer les acteurs politiques pour discuter au-delà du calendrier des obsèques du président Henri Konan Bédié, de parler de la politique, de parler de la Côte d'Ivoire. Parce que nous estimons que c'est dans le dialogue, c'est dans les rapprochements que nous pourrons trouver des solutions aux problèmes auxquels les Ivoiriens font face. Et donc, je salue cette initiative de M. Thiam. Je salue également le discours que le président Ouattara et lui ont tenu après cette rencontre. Et j'ai noté essentiellement une phrase, c'est que nous sommes tous Ifotis. Ça veut dire que le RHDP et le PDC-RDA sont dans la même vision, et il a continué pour dire le président Ouattara et moi sommes en phase. Moi, ça me réjouit. Contrairement donc à un certain discours qu'on avait entendu, surtout de son président intérimaire le professeur Koubli, vous avez tous entendu son discours lors du congrès électif du président du PDC-RDA, qui a été un discours totalement inutile et vindicatif. Mais le président Thiam a un autre discours. Vous comprenez? Le fait de dire que nous sommes en phase avec le président Alassane Ouattara, pour moi, ça nous donne des lendemains meilleurs. Et il faut espérer que les enfants du président Houphouët-Boigny puissent se retrouver. C'est vraiment important. Et j'ai écouté M. Thiam avec beaucoup d'attention, surtout quand il a dit que la Côte d'Ivoire a été bâtie par le PDC-RDA. Mais dans ce PDC-RDA, il y a le président Alassane Ouattara. Vous vous souvenez qu'il a été deuxième personnalité du PDCI, il n'a pas manqué de le rappeler lors de la rencontre. C'est très important à retenir. Parce que souvent, les gens font, pas de mauvaise foi, mais ils essaient d'oublier que nous avons tous été PDCI-RDA. Moi, j'ai été PDCI, militant du PDCI-RDA jusqu'en 1994. C'est lorsque le RDA a été créé que, vu la vision du président Henri Konan Bédié, que nous avons quitté le parti et nous avons fondé donc le RDA. En tout cas, très jeune, je n'étais pas membre fondateur, mais j'étais déjà partisan et militant donc, de ce parti-là. Donc, c'est pour dire que si les deux présidents sont arrivés à cette conclusion, qu'ils sont en phase et qu'ils sont les enfants de Houphouët-Boigny, et que c'est nous qui avons bâti ce pays avec le président Houphouët-Boigny, et que c'est nous qui avons la vision du président Houphouët-Boigny, mais il faut qu'ils se projettent. Il faut qu'ils comprennent que c'est ensemble, à nouveau, que nous allons reprendre de plus en plus la construction de cette. D'accord, il faut qu'il se projette. Alors, est-ce que dans cette projection, on pourrait voir une alliance RHDP, PDC, RDA? Kokora a rappelé un point du discours de Tidjane Thiam, nous sommes tous Oufouitis, nous sommes en phase. Mais c'est le président Bédié qui disait, paix à son âme, les enfants illégitimes d'Oufoué. Parce que, le cachet, le PDCI est l'essence du père fondateur, c'est-à-dire c'est le parti qu'il a fondé avant et qu'il a laissé en héritage aux Ivoiriens. Que d'autres se soient retrouvés aujourd'hui ailleurs et prétendent
vraiment vouloir poursuivre l'œuvre du père fondateur, nous pouvons nous en réjouir, mais douter de leur sincérité. Parce que leur action, on l'a démontré plusieurs fois, leur action ne coïncide pas avec cet attachement. Voilà, l'esprit fautiste qui veut le dialogue dans tout ce qu'on fait. Il faut inclure le dialogue politique ici. Non, mais à 5 phases. Mais quand tu entends un dialogue qui va être à 5 phases, tu peux comprendre que ces différentes phases-là sont faites parce que une partie ne veut pas respecter c'est des engagements pris de part et d'autre. Moi, je ne veux pas m'attarder sur une quelconque alliance ou autre chose. Moi, je vois que le président Thiam est allé saluer le président de la République. Il a montré une attitude très républicaine et c'est à cela qu'il faut, c'est sur ça que je vais m'attarder. Parce que je dis que le président Thiam est dans une logique aujourd'hui. Il faut qu'on quitte la belligérance politique. La belligérance politique n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui est là, il va le saluer. Demain, quand ce sera lui qui sera là, il veut qu'aussi Alassane vienne le saluer sans animosité. Ouais, c'est pourquoi dans son discours, on peut pas mettre dans son langage corporel, on a vu sa volonté d'être vraiment dans une attitude, je dirais, républicaine. Parce que en Côte d'Ivoire, ce à quoi on a assisté la plupart du temps, quand certains leaders vont rencontrer le président, on a l'impression qu'ils sont présidents en même temps que lui. Alassane a montré cette attitude de défiance quand il était dans l'opposition. Et ça n'a pas aidé la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, quand on voit un président qui veut montrer aux Ivoiriens que le président de la République reste le président de la République et que l'opposition va jouer sa partition pour soit venir au pouvoir par les unes, parce que quand il est sorti de cette audience-là, tous les discours qu'il a tenus, après ça, quand il a rencontré les différents responsables du parti, il les a appelés à aller faire l'enrôlement, à faire en sorte que les militants du PDCI soient le plus présents sur la liste électorale. C'est-à-dire qu'il s'est inscrit dans une posture dialogue, conquête du pouvoir. Vous parlez d'attitude républicaine de Tidjane Thiam. Est-ce que c'est aussi républicain quand il dit qu'il est venu prendre l'avis, le conseil du président Ouattara pour diriger, gérer une tâche, celle de son parti politique? Non, s'il vous plaît, il ne faut pas être réducteur à ce point. Il ne faut pas être réducteur. Quand on vient en Afrique, même quand on vient chez un aîné... C'était parce qu'il s'est planté sur le coup. Non, laisse certains. Laisse certains. Analysons le discours. Nous sommes voilà, c'est pourquoi je te dis, quand en Afrique, lorsque quelqu'un rencontre un aîné, toujours il dit je suis venu prendre des conseils. Ça, c'est comme ça. Moi, je crois qu'il faut plutôt saluer même l'attitude du président Tidjane Thiam. Parce que, en fait, c'est un autre discours politique qui est en train de naître en Côte d'Ivoire. Un discours politique des idées. Ce n'est pas un discours politique de la belligérance auquel Ouattara nous a habités, où on dit je vais prendre ce pouvoir, mon moment, peut-être il tombera. Non, c'est un discours de ce que on respecte les institutions, mais la bataille politique se joue dans les urnes. Et c'est là-bas qu'on vous attend. C'est ça. C'est cela qu'il faut retenir. Il ne faut pas rentrer dans des petits schémas. Il passe, il dit, je suis venu pour un conseil. Mais quand on rencontre quelqu'un qui est soit son aîné, avec qui il a partagé plusieurs années de vie, parce qu'il ne faudrait pas se cacher, Tidjane Thiam, c'est le petit-fils du Fouet-Boigny. Donc il était dans les sérails d'Alassane Ouattara, avec Alassane Ouattara au sein du PDCI depuis longtemps. Donc ils se connaissent plus ou moins. Donc quand il arrive devant, on dit je viens prendre un conseil, c'est pas une mesure d'abaissement, c'est une mesure de respect. Vous comparez le discours de Tidjane Thiam au discours du président Ouattara. Vous pensez que le discours de Thiam est plus pacifique, est plus républicain que celui que Ouattara a tenu quand il était dans l'opposition. Voilà. En fait, voilà pourquoi je dis souvent à des amis que M. Thiam est animé de réelles et de bonnes intentions. Mais ce qui va constituer son vrai handicap, c'est son entourage, c'est son équipe. Avec ce tel discours que M. Betta tient après ce que j'ai tenu, en disant que, en rappelant la phrase de M. Bédier, en nous appelant les enfants illégitimes du président Fouet-Boigny, vous pensez que c'est ça l'esprit fautiste? Vous pensez que c'est ça le dialogue? Non. En fait, c'est eux qui sont dans la belligérance. Vous comprenez? Et c'est ce qui va faire le gros handicap de M. Thiam. Parce que l'équipe à la tête de laquelle il est, n'est pas dans une disposition de dialogue ou ni de paix. Ils sont dans la belligérance. Donc, nous rappeler que c'est eux qui sont dans le dialogue. Ils ont l'héritage du dialogue, mais c'est eux qui ont créé l'ivoirité. L'ivoirité n'était pas un système donc, de dialogue. Si le PDCI-RDA, que M. Bédier a dirigé, connaissait vraiment le dialogue et avait fait du dialogue une tradition, on n'aurait même pas connu le coup d'État de 99. Tout le monde sait. Non, s'il te plaît. Laissez-moi finir. Non, mais tu n'as pas dit des comptes VT puis te laisser. Non, je ne veux pas parce que tu n'as pas continué dans cette voie-là.
ne doit pas continuer dans cette voie-là, parce qu'il faut arrêter. Pour revenir sur... Voilà. Quand il rappelle les discours de M. Ouattara, mais ce qu'il ne dit pas, et c'est de la mauvaise foi, c'est que M. Ouattara, quelle était la situation de M. Ouattara? Quelqu'un qui est traqué comme une bête, à qui on refuse un petit certificat de nationalité. Quelqu'un dont les partisans étaient assassinés et traqués. J'ai échappé à la mort, vous savez, j'ai échappé à la mort en 2002. Parce que je suis militant du RDR. Pas parce qu'on m'a vu dans une... S'il te plaît, 2002, le PNC n'était pas pour Non, mais je parle, vous avez parlé du discours de M. Ouattara dans l'opposition, dans sa globalité. Donc, l'opposition de M. Ouattara ne s'est pas arrêtée en 99. Vous comprenez? D'ailleurs, il est rentré en politique en 99. Dès qu'il est rentré en politique, même son premier meeting à Dabou a été refusé par le PDCI-RDA de M. Harry Konan Médier. Vous pensez que c'est ça le sens du dialogue? Mais attends, je vais t'arrêter. Quand on sur la liste électorale, c'est ça le dialogue. Qui se calme, voilà, parce qu'il parle sur le respecter de ce qu'il dit, donc il me laisse terminer. Je vais poser une question. Alors, quand vous évoquez tous ces sujets-là, pour vous, c'est ce qui justifie ce discours guerrier qui a été tenu, dont parle... Mais vous savez, souvent les gens oublient qu'une réaction vient après une action. Vous comprenez? Tout le monde est d'accord et unanime que M. Ouattara a été l'homme politique, l'opposant, qui a été le plus traqué. Qui a échappé avec lui aussi que son discours a été guerrier, c'est ça? Non, son discours n'a pas été guerrier. Mais son discours, non, il s'est défendu, vous comprenez? Il l'a attaqué. Tu es ridicule ce matin. Mais attends, quand tu te souviens que M. Ouattara a enlevé le nom de Babo sur la liste électorale, il a dit que Babo était guerrier. Donc je suis en train de dire, vous savez, si on rentre dans cette sauce de qui prend le dialogue, qui ne prend pas le dialogue, M. Khalil, on ne pourra pas s'en sortir. Si on veut revenir sur les discours des uns et des autres dans l'opposition, on ne pourra pas s'en sortir. L'analyse que nous sommes en train de faire, c'est le discours de la rencontre de M. Tu es un opposant? Non, attendez que je finisse. La rencontre de M. Thiam et M. Ouattara. Vous comprenez? Donc c'est le discours que nous sommes en train d'analyser. Donc si nous voulons laisser le passé derrière nous, mais il est bon à loi que nous nous concentrions sur ce qui a été dit par les deux hommes politiques, qui peut être bénéfique pour les Ivoiriens. Mais revenir, si vous revenez sur le passé, mais nous serons obligés de revenir sur le passé. Il a dit que le PDCI-RDA qui nous a gouverné, d'ailleurs le président Gbagbo l'a dit, qu'il nous a laissé donc un héritage qui est très lourd, avec les conséquences de l'ivoirité, qui n'a rien à voir avec les l'ivoirité, c'est pas le PDCI, c'est le RDA qui voulait réagir. Voilà, non, moi je veux dire simplement, vraiment, il ne faut pas justifier les discours guerriers dans l'opposition, parce que, en fait, tout le monde peut se le permettre. Aujourd'hui, regarde l'exemple de Laurent Gbagbo. Quand vous avez créé le CNP, ça c'est pas son nom ancien président, son nom a été retiré de la liste électorale. Mais parce qu'il peut tenir le discours. Comme tu dis, ces réactions-là, il peut tenir une réaction aussi belliqueuse que celle qu'a tenue quand il était dans l'opposition. Il n'est pas traqué. Qu'est-ce que tu appelles traqué? 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 La même Gbagbo a été détruit aussi. Non, s'il te plaît, arrête ça. Tu vas pas maquiller l'histoire pour faire plaisir à quelqu'un. Tu vas pas maquiller l'histoire pour faire plaisir à quelqu'un. Non, je donne un discours pour toi. Mais je ne rentre pas dedans, c'est les faits d'histoire. C'est pas une vieille requête, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà, le blé a été interdit. Donc le meeting de blé a été interdit. Donc si c'est interdit, ça se fait ici. Ok. Je termine pour dire que la mauvaise foi. C'est pas une bonne chose. On va aller avec le prochain sujet et le dernier sujet qui nous permet d'aller au Sénégal, où les opposants Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont été libérés. On va se retrouver dans quelques instants, le temps d'apaiser tout ici sur ce plateau. L'opposant Ousmane Sonko et son poulain de candidat indépendant à la présidentielle lors du 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye, ont été libérés de prison jeudi 14 mars 2024 à Dakar. La capitale du Sénégal a annoncé un de leurs avocats en la personne de Maître Cheikh Koureyssi Ba. Cette libération fait suite à l'adoption par le Parlement d'un projet de loi d'amnistie voulu par Macky Sall le 6 mars dernier. Beta Michel, que vous inspire cette actualité du côté du Sénégal? Moi, je dis que vraiment le Sénégal a presque un nouveau président en la personne de Faye.
Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu l'alliance qui s'est faite autour de lui par les principaux partis d'opposition, on comprend que l'enjeu politique de ces élections à venir au Sénégal va se jouer autour de cette personnalité-là. Et je ne vois pas qui pourra lui ravir ce fauteuil-là. Mais pour en revenir à l'amnistie qui a valu leur libération, on ne peut que saluer les gestes d'apaisement du président sortant Macky Sall et encore saluer la dynamique et l'action du Conseil constitutionnel sénégalais qui a fait en sorte qu'aujourd'hui on peut être fier d'une institution qui a montré sa force dans la conduite de l'État et qui s'est pas laissé distraire, du moins intimidé par les attitudes du président sortant. Donc aujourd'hui, on a au Sénégal des institutions fortes, on a une élection qui va vers son apaisement et qui déjà nous montre, augure d'une sortie honorable de cette élection-là, du candidat porté par l'opposition, par une bonne partie de l'opposition, en la personne de Faye, qui est, faut pas se le cacher, qui est la doublure de Sonko, parce qu'il est candidat indépendant, mais pas indépendant, parce qu'il est secrétaire général du PASTEF, le parti porté par Sonko. Donc il a été candidat indépendant pour éviter qu'il puisse avoir dans cette candidature-là, on puisse faire en sorte qu'il n'y ait pas un homme de Sonko. Donc il a opté pour cette doublure-là, il a opté pour cette posture d'indépendant pour pouvoir être dans le jeu électoral et espérer, au cas où même Sonko n'était pas libéré, espérer que lui, il puisse briguer la magistrature. Le PASTEF a été dissous là. Voilà, donc c'était pour éviter de ne pas avoir des candidats du PASTEF. Parce que le PASTEF vient d'être rétabli en plus encore. Donc je crois qu'il est bien parti pour porter haut la victoire au nom du PASTEF, même si c'est un indépendant, pour la présidentielle à venir. Kokora, vous le voyez aussi bien parti. Écoutez, moi je voudrais, non, je ne vais pas me lancer dans ce débat de qui va gagner, qui ne va pas gagner. Ce qui importe pour moi, c'est la stabilité du Sénégal. Ce qui importe pour moi, c'est de saluer la maturité, non seulement de la classe politique, mais aussi des institutions de la République, du président de la République lui-même. Cette décision qu'il vient de prendre est salutaire, qui permet aujourd'hui à un candidat d'être libre et de participer librement donc, à une élection. C'est ce qu'il faut noter. La démocratie sénégalaise, donc une fois de plus, a fait ses preuves, a donné une leçon donc, au monde entier, en tout cas au reste des pays africains, on peut être dans un pays, le président de la République peut prendre une décision, en tout cas selon ses pouvoirs, et puis l'Assemblée nationale joue son rôle, et en définitive, le Conseil constitutionnel aussi donne son avis et tout le monde le respecte. C'est ça, la démocratie donc, dans un pays. Si on avait eu cette chance en Côte d'Ivoire en 2010, je pense qu'on n'aurait pas connu 3000 morts. Parce que chez nous, ici, rappelez-vous qu'un président du Conseil constitutionnel s'est laissé envoûter par le diable et après des décisions totalement irresponsables qui nous ont conduits dans une crise inacceptable. Et ça continue en 2020. Voilà, avec le président du Conseil constitutionnel, il a connu une autre crise encore. Mes propos, c'est très important. Et donc, la décision que le président Macky Sall vient de prendre est à saluer. Il faut donc saluer aussi les institutions républicaines et continuer que le processus puisse se dérouler comme il a débuté, de sorte à ce que le peuple sénégalais décide en dernier ressort qui est à même de conduire sa destinée pour les 5 années à venir. C'est 7 ans. Parce que non, ils ont réduit ces 5 ans. Ils ont réduit, oui, c'est vrai. Parce que souvent, des opposants, surtout ivoiriens, et c'est ça qui me choque le plus, veulent donner des leçons à Macky Sall en disant qu'il aurait tenté un coup d'État en reportant les élections présidentielles donc de 2024. Mais ils oublient qu'en 2020, ils avaient demandé à M. Ouattara de reporter les élections. Vous comprenez? Alors qu'il n'y a aucune disposition dans notre constitution qui permet au président de la République de reporter les élections. Mais ce qu'ils reprochent à Macky Sall aujourd'hui, c'est ce qu'ils avaient demandé à M. Ouattara, de reporter les élections et de mettre ensemble, je vais dire, une sorte de dialogue politique avant d'aller à ces élections. Aujourd'hui, ils accusent le président Macky Sall d'avoir tenté un coup d'État. Alors, donc, si on veut bien comprendre, c'est qu'en 2020, il souhaitait que M. Ouattara fasse un coup d'État constitutionnel. En tout cas, au-delà donc de ce que je viens de dire, il faut toujours saluer la maturité politique
du peuple sénégalais. D'accord. Et de ses institutions. Merci beaucoup, Kokoranzi. Merci beaucoup, Beta Michel. Merci à tous les deux d'avoir accepté de venir débattre autour de ces sujets qui concernent l'Afrique, qui concernent notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission, la revue de presse grand format. Elle revient la semaine prochaine pour vous aider encore une fois de plus à comprendre l'actualité d'ici d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.